DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, bienvenue dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage, un décrassage championnat après la trêve internationale et un décrassage où je suis entouré d'un quatuor comme toujours de très grande qualité. Avec tout d'abord celui qui vendredi est revenu de Sclessin sans son gobelet, c'est Vincent Bloire. Salut Vincent. J'en avais pas, mais oui, bonjour. C'est bien de le préciser. Et puis samedi, on a d'abord eu celui qui s'est souvenu que c'était plus facile d'écrire Raoul que Florcous, c'est François Garit. Salut François. Salut Christophe. Et puis celui qui, en plus de fêter son 32e anniversaire, a vu le nouveau coach de l'Union, et puis il a aussi vu Rick 2000, c'est Julien Parziski. Salut Julien. Bonjour Christophe. Et enfin dimanche, celui qui a vu un but de classe mondiale inscrit par un garçon qui n'a même pas la moitié de son âge, c'est Romain Van der Pley. Ah putain, c'est vrai, il n'a pas la moitié de mon âge. Oh, bonjour. Salut. Et vous le savez, comme toujours, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. On va commencer, on va faire ce décrassage par ordre chronologique. Et donc, on va d'abord aller à Sclessin, évidemment, où vendredi, on a joué 88 minutes et on jouera à la fin tout à l'heure. D'ailleurs, on va quand même le préciser. On enregistre ce podcast, il est à peu près 10h30. Vous l'écouterez peut-être et probablement même après la fin de ce match Standard Antwerp. Mais de toute façon, c'est pas trop grave parce qu'on va pas parler du résultat sportif, mais plutôt de ce qui s'est passé avec l'arbitre, avec ce jet de gobelet qui a arrêté le match. On va pas refaire toute l'histoire, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Mais avec une question, est-ce que le Standard a raison de se sentir floué par l'arbitrage, Vincent ? Factuellement, sur les dernières semaines, je dirais oui. Si on reprend un peu dans les derniers gros matchs, il y a eu Standard Club de Bruges où il y a notamment ce tac par derrière de Tsolis sur Fossi. Il ne touche pas la balle, il lui écrase la cheville, l'arbitre ne siffle même pas faute. On sait ce qu'il est advenu après avec Fossi qui a pris rouge et ça, personne ne conteste la rouge. Contre Anderlecht, à Anderlecht, il y a l'épisode Angulo. On l'a vu, revu, on a parlé, reparlé. Jonathan Lardo a même confirmé que c'était une erreur et que le VAR aurait dû intervenir. Ce qui a sans doute influencé d'ailleurs les décisions Bien sûr, le match de vendredi. Évidemment. Et puis, contre l'Antwerp, la rouge d'Abid, alors certains au Standard trouvent que c'est pas rouge, moi je trouve que c'est rouge, mais la phase sur laquelle beaucoup râlent, c'est la non-intervention ni de l'arbitre ni du VAR sur la faute de Van Bosch qui pousse et qui écrase la cheville de Saïd, et là pareil, ni l'arbitre ni le VAR n'interviennent. Donc ça, plus aussi certains qui aiment bien en rajouter sur et en dehors du terrain pour un peu mettre le feu aux poudres, fait que il y a une frustration grandissante au Standard. Romain, Julien, François, on sait tous, on suit le championnat dans des clubs différents depuis des années. Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment sur une saison, ça s'équilibre ou pas ? C'est la grande question éternelle. C'est compliqué, moi j'ai l'impression que c'est les gens qui... dirait que ça s'équilibre pas en tout cas. Bah ouais, et puis je pense que c'est la bonne formule quand on est avantagé pour s'en sortir et dire que ça s'équilibre, mais parce que ça dépend aussi quand est-ce que ça intervient, l'erreur d'arbitrage aussi. Et après, ce qui est encore plus frustrant, même si ça part d'une bonne intention, c'est cette transparence du patron des arbitres depuis maintenant quelques années qui te dit le lundi que en fait t'as bien fait de râler tout le week-end parce que tu avais raison. Mais contre l'Antwerp, vaut mieux se retrouver à 10 contre 11 parce que même si le Standard n'a pas encore gagné, ils avaient perdu déjà en supériorité numérique contre Gand en début de saison. Donc c'est un vrai problème pour cette équipe de jouer 11 contre 10. On ne peut pas encore parler de vol puisque le Standard n'a pas encore perdu ce match. Peut-être que le timing est en train de me démentir, mais ça on le verra tout à l'heure. Ouais, ici j'ai l'impression que ça va être difficile que ça se rééquilibre pour le Standard vu tout ce que le Standard a pris. Après, là ça commence quand même à faire beaucoup contre le Standard. Et le gros problème, je trouve, de ça, c'est que ça amène limite un peu à une sorte de complot pour pas mal de supporters, pour pas mal de dirigeants. Il y a un complot anti-Standard. Et ça amène à des propos comme ceux de Marc Wilmots, qui pour moi sont complètement aberrants. Il dit qu'il est déçu pour le football belge. Moi, je pense qu'il devrait être déçu pour le Standard, pour ses supporters. Qu'est-ce que ses supporters ont dans la tête pour faire des choses pareilles ? Et tout ça amène, pour moi, tout ça devrait amener à des sanctions
pour Marc Wilmots, imaginez un peu l'arbitre qui, ici, va aller arbitrer le Standard contre la Gantoise, un autre arbitre qui va aller arbitrer en coupe contre Beveren, le Standard, mais il aura ça en tête. Et il saura que Marc Wilmots, qui est quand même une légende du football belge, a été mettre un coup de pression énorme et il osera peut-être pas siffler. Et donc, ces histoires un peu de complot, il faut arrêter. Et il faut arrêter de croire que les arbitres veulent être des stars. C'est pas du tout ça qu'ils veulent. Ils veulent essayer qu'on parle le moins possible d'eux, justement. Et pour le moment, c'est tout le contraire. Oui, parce que juste resituer avant de donner la parole à Romain, c'est que donc Wilmots, il a dit 3 éléments dans son interview d'après-match sur DAZN, à chaud, il faut quand même le préciser. Ouais, il dit que les arbitres cherchent plus à faire leur star pour l'instant qu'autre chose. 2, que l'arbitre a quasiment provoqué les supporters en allant si près du COP. Voilà. Et 3, qu'il n'a reçu qu'un gobelet et que psychologiquement, ça aurait été mieux de continuer le match et de le terminer. Alors que le règlement dit qu'il faut arrêter à ce moment-là. Je trouve que alors, s'il a dit ça à chaud et qu'il y a eu trop de frustration à chaud, je pense qu'il a quand même assez d'expérience que pour se dire « Ok, je ne vais pas venir face au micro ». Là, il y va exprès. Et je pense que c'est pour ça que le lendemain, Pierre-François, via la RTBF, a un peu tempéré les choses, a condamné ses lancers, etc. C'est de la com ratée, ça. Et il y a un truc bizarre qui se passe sur la table, c'est que c'est la deuxième semaine d'affilée que je suis d'accord avec François Garitz, qui est vraiment étrange. Mais oui, il y a un problème de com, en fait, au Standard. C'est un problème de communication. Se plaindre de la première rouge, et dire, ouais, c'est un scandale, etc. Mais non, en fait, bats-toi pour ce qui est réel. Là, la rouge, il met la semelle, point, tu laisses. Et tu vas dire, ok, on accepte. Mais le problème, c'est que, ok, je peux comprendre que tu veuilles une faute, que tu veuilles une rouge, etc. Mais communique intelligemment sur les erreurs claires. Et le problème, c'est qu'ils font une généralité et il y a cette espèce de complot qui est fait. Et donc les arbitres vont dire à un moment, si vous attaquez toutes parts et que vous vous attaquez parfois pour des choses qui sont fausses, on va pas vous faire de cadeaux. Là où on peut comprendre, et c'est sans doute ça aussi qui a joué dans l'esprit, c'est qu'il y a trois fautes proche. Il y a celle d'Angoulon, on en a parlé dans le Classico, puis il y a celle de Van den Bosch un peu plus tard dans ce match. Et en fait, finalement, la moins grave des écrasements de semelles, c'est sans doute celle d'Abid. Mais elle est fautive quand même, ça n'empêche pas que. Donc je comprends parfois le sentiment des supporters. Et puis tout ça, c'est dans un contexte où sportivement le Standard avait besoin de ces points. C'est Bruges, Anderlecht, l'Antwerp, c'est 3 grands clubs, des rivaux, et donc gagner ces matchs-là, c'était non seulement mathématiquement important pour le Standard, parce qu'il restait quand même aussi sur un 0/6 du coup, mais aussi une question d'image, d'ego, de battre le rival, et estimer, se faire un peu avoir comme ça par l'arbitrage, ça accentue la frustration. Mais tu comprends le Wilmots qui va aller dire, ils font leur star. Non, pour moi, il s'est un peu fait piégé, il réagit à chaud, peut-être les émotions sont un peu trop présentes, et puis quand il dit que l'arbitre n'a pas à aller si près de la ligne, l'arbitre ne peut plus aller où il veut sur le terrain. S'il était en jaune fluo pour bien qu'on le vise facilement, et il le fait exprès. Non, là, je pense qu'il s'est fait. Après, ce qui est le plus fou, c'est au final pas la prestation de l'arbitre, mais bon, ce gobelet. Parce que je me souviens, Charleroi n'a pas eu cette chance de pouvoir rejouer leur match où ils gagnaient aussi 1-0 face à Malines. C'est d'ailleurs la jurisprudence. Et la jurisprudence qui a changé la nouvelle règle. Mais c'est ça qui est dingue aussi. C'est surtout. Et que personne n'était au courant en plus. C'est ça qui était rigolo. Ouais. Ni les commentateurs, ni. Enfin, voilà, moi en regardant le match, j'étais. Tous les joueurs, tout le monde pensait que c'était 0,5, terminé, vendu. Je pense je me demande, c'est une réflexion, une question, si Wilmots ne pense pas qu'il a perdu le match quand il s'exprime à DAZN. Et donc, tout le monde a oublié le règlement. Il est encore plus furieux parce qu'il pense qu'il va perdre 5-0 sur tapis vert. C'est bien parce qu'il y a des workshops quand même en début d'année avec les arbitres pour rappeler le règlement aux gens. C'est que les gens étaient fort attentifs pendant le Après, moi, je me souvenais plus de ce règlement non plus, je dois être honnête. Je veux dire, je crois que c'est sorti de la tête de beaucoup de gens quand même. Et entre nous, avec ce changement de règle, en fait, ça pousse juste les supporters à envoyer à nouveau des gobelets finalement. Parce que sauf cas extraordinaire, le Standard devrait gagner cette rencontre, sauf si voilà, ils font vraiment une bêtise dans les dernières minutes. Mais a priori, ils vont gagner, ils vont peut-être prendre une amende. Le supporter va prendre une amende, mais le Standard ne va pas être pénalisé sportivement. Donc finalement, comme Charleroi l'avait été, et à Charleroi, il y a eu une prise de conscience. Ils avaient manqué les playoffs 2 à cause de ça. Et là, il y a eu un vrai impact. Et là, c'est vraiment le message aux supporters. Si vous faites une bêtise et une vraie bêtise, il y aura un impact réel sur le côté sportif de votre club. Ici, ce ne sera pas vraiment le cas. C'est dur parce qu'en fait, alors tu
tu donnes trop de pouvoir aux supporters. Si tu reprends l'ancienne règle, donner trop de pouvoir aux supporters, qui fait en fait que, on l'a vu à Anderlecht, dès qu'ils étaient mécontents au Standard, combien de fois ils n'ont pas arrêté le match, juste en balançant les ciels, en disant comme ça, en fait, on se fait pas détruire par le Standard. Ça, c'est le côté négatif. On a entre guillemets notre honneur qui est sauf. Ça, mais donc on va continuer à avoir ce genre de débat avec des gobelets qui seront envoyés. Juste une précision par rapport aux gobelets, et je pense que le système n'est pas encore en place au Standard. Il l'est déjà dans certains clubs, notamment Anderlecht. C'est des gobelets nominatifs maintenant, donc c'est-à-dire que le gobelet qu'on jette, on peut retrouver l'auteur. Après, vous allez me dire, c'est peut-être quelqu'un qui lui a piqué le gobelet qui l'achetait, mais on va aller ensemble au match, je prendrai ton gobelet, je le lancerai comme mais ça, je peux faire des blagues. En tout cas, au moins, on voudra protéger son gobelet de quelqu'un qui veut le jeter. Donc il y a au moins déjà, enfin, c'est quand même incroyable qu'on arrive au point d'individualiser les gobelets parce qu'il faut protéger le foot. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais au moins, c'est pas un problème de gobelet, tu peux lancer n'importe quoi. Bien sûr, mais c'est quand même parce qu'ils ont quand même pas beaucoup, entre guillemets, d'armes pour lancer, parce qu'on peut pas rentrer dans le stade avec beaucoup. Je peux dire, ils ont l'imagination pour faire rentrer dans le stade. Et jeter son téléphone, je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui vont réfléchir au prix de l'iPhone, mais voilà, c'est encore différent. Mais je crois que le débat est éternel, et je pense qu'on parlera encore beaucoup d'arbitrage d'ici la fin de la saison du décrassage. On n'est qu'à la 11e journée, et maintenant on va parler de l'Union et de Charleroi. Donc voilà, on est passé de vendredi à samedi, où il y a eu donc en fin de journée le Union Charleroi, avec la victoire de l'Union. Avec cette question, finalement, François, est-ce que c'est un copier-coller, l'Union de Pocognoli et l'Union de David Hubert, où tu as vu des différences? David Hubert n'a pas vraiment eu le temps de mettre déjà son accent. Il ne faut pas oublier que lundi matin, il était encore l'entraîneur de Louvain, et samedi soir, il était sur le banc de l'Union pour coacher sa première. D'autant plus que durant la semaine, il y a eu pas mal d'internationaux qui n'étaient pas présents. Kevin Rodriguez, par exemple, est celui qui est revenu le plus tard. Il est revenu vendredi matin. Donc voilà, c'était pas du tout un contexte pour essayer déjà d'apporter sa sauce. Juste précisons quand même que, par exemple, Pocognoli à Monaco a déjà changé énormément de choses, notamment la tactique. Il a fait d'un défenseur latéral un défenseur central. Donc lui a déjà imprimé sa grille. Il aurait pu quand même, s'il l'avait voulu, mais c'est peut-être pas la politique de l'Union. Il aurait pu, et ici on est dans un contexte totalement différent. Par exemple avec Monaco où ça va pas très bien. Ici en fait tout va bien à l'Union, et tout va bien depuis quelques années, avec un système de jeu qui est très clair, avec des joueurs qui savent très bien ce qu'ils doivent faire. Je regardais justement David Hubert à certains moments pendant la rencontre, et parfois il demandait à ses joueurs de faire quelque chose, mais les joueurs l'avaient déjà exécuté juste avant. Comme si, comme si c'était encore à Louvain. Voilà, oui, comme si c'était déjà clair en fait dans la tête des joueurs. Parce qu'à un Kevin McAllister, il faut pas lui dire comment jouer. À un Dems Organ même qui l'a depuis quelques semaines, il faut pas non plus lui dire. C'est pareil avec d'autres joueurs. Un Niang par exemple, il sait très bien ce qu'il doit faire dans son couloir gauche. Et donc je pense que ça a été intelligent de la part de David Hubert de ne pas tout chambouler, et je pense qu'il aurait été pointé du doigt, et c'est une des raisons pour laquelle l'Union l'a pris lui, c'est parce qu'il savait que David Hubert n'allait pas tout chambouler, et puis ensuite il va falloir apporter c'est des petits trucs, des petits détails, et je pense que ça ne va pas se faire en quelques jours, ça va se faire sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. L'Union a réussi ce qu'Anderlecht rêvait de faire quand ils ont pris Jesper Fredberg à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse vidéo où on voit Fredberg devant un tableau blanc, c'est lui qui donne le discours tactique et pas Brian Rimmer, et qui dit voilà, c'est comme ça qu'Anderlecht va jouer, et il nous avait dit la première fois qu'il nous avait vu, le club et le système du club sont au-dessus du coach, au-dessus des joueurs. C'est nous qui définissons la manière dont on va jouer, le système de jeu, et le coach doit s'adapter. Et en fait, l'Union arrive à le faire. Anderlecht n'est jamais arrivé à le faire, mais l'Union y arrive. Et en fait, tu bouges un pion, t'en remets un, et ça fonctionne. Et ça, c'est génial. Et c'est parce qu'il y a une vraie direction. Oui, et c'est pour ça que je pense que l'Union est peut-être le club où un changement d'attaquant, de centre avant, est beaucoup plus important qu'un changement de coach. Et on le voit ici avec le départ d'Ivanovic et avec l'arrivée de Raoul qui n'arrive pas vraiment à s'intégrer, et David qui n'arrive pas à passer vraiment ce palier. Mais finalement, quand on change ça change vraiment la dynamique de l'équipe. Alors que quand on change Pocognoli par David Hubert, ça ne change pas la dynamique de l'équipe. Julien, j'avais la parole, mais ce qui a fait dire d'ailleurs à notre consultant, Alex Teclac, que presque le métier de coach de l'Union était le métier le plus facile du foot en Belgique. Oui, après voilà, il faut quand même avoir ces éléments. Oui, en grossissant le trait, parce qu'il faut être quand même un leader, il faut savoir tenir une équipe, il faut savoir apporter des petits éléments comme Pocognoli l'a fait la saison dernière pour aller chercher ce titre, et ce que les coachs n'ont pas réussi à faire avant. Et c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est ces petits détails que David Hubert va devoir apporter, mais qu'il ne va pas apporter directement. S'il était passé à une défense à 4 samedi,
tout le monde l'aurait fusillé. Donc je ne sais voilà. pas s'il va le faire un jour, honnêtement. Le système prévaut sur le coach. Je pense pas qu'il va le faire. Et le recrutement est fait pour une Mais défense. c'est ça qui est dingue, c'est qu'il aurait été bête de vouloir tout changer parce que ça marche. On a l'impression qu'on peut mettre n'importe quel coach, même toi, moi, ça marcherait. Là, il a gagné. Peut-être pas toi, quand même. J'ose espérer que. Mais non, mais là, il a gagné au loto. Il était à 2 doigts de se faire limoger à Louvain. Enfin, il se serait peut-être fait limoger si il y avait eu des descendants directs. Là, il va à l'Union, c'est une Formule 1. Donc, honnêtement, il peut bénir le ciel tous les jours, là. Même si c'est un bon coach et que c'était prometteur à Anderlecht, il y a eu du bon. C'est un coach de talent, bon. c'est sûr, ça. Mais j'aurais préféré voir 2000, parce que 2000, c'est vraiment. Justement, on va en parler. Est-ce que lui un aurait... coach joueur, ça aurait été intéressant. Déjà, comment était son attitude? On sait qu'il a été fâché, il l'a dit clairement en conférence de presse d'avant-match. Mais comment il était pendant ce match? Comment il a été après? Comment il était avec David Hubert? Vous étiez là tous les deux, François et Julien? Mais là, il a tourné la page officiellement. Là, j'imagine, oui, forcément, il doit y avoir, comme il l'a dit, de la déception, mais après, je pense que c'est quelqu'un aussi qui sait tourner le bouton rapidement et qui est bien conscient qu'il ne pourra pas ruminer pendant des semaines, surtout au vu de la situation de Charleroi qui vient d'enchaîner 4 défaites consécutives en championnat et qui va recevoir Anderlecht puis qui ira au Standard. Donc je pense qu'il n'a pas le temps non plus de trop tergiverser, même si ça pourrait laisser des traces. Mais en effet, ça aurait été l'opportunité d'une vie. Jouer la Ligue des Champions, il l'a connu comme adjoint à Bruges, mais c'est un compétiteur, un ambitieux, il l'aurait mérité. Mais tu trouves ça intelligent, la manière dont il a communiqué vendredi en conférence de presse? Il a quand même un peu rué dans les brancards, il a fait entendre son avis. Moi, je trouve que tu dois garder ça en interne, tu dois aller te plaindre auprès de Mehdi, gueuler un bon coup, mais le sortir comme ça, alors que ton club n'est pas dans la meilleure situation, est-ce que c'était une communication intelligente selon toi? Moi, je pense que ça reste un humain, donc on se plaint assez des acteurs du football qui pratiquent la langue de bois. Ah non, pour nous, c'est bingo, mais je parle non, mais vraiment même pour pas lui. bingo, moi, ça m'a pas choqué, je me suis pas dit... Parce qu'il n'a pas démoli Mehdi Bayouk. Non, il a dit, faut pas oublier, et je trouve il a été sensé, il a dit c'est comme un mariage, dans les mauvais moments, il faut se rappeler les bons moments, j'oublie pas les 18 derniers mois avec le club, ce que Mehdi a fait pour moi. Après, pour moi, faut pas lui rabâcher sans cesse que Charleroi a été le sauver après cette histoire entre Westerlo et Genk. Lui a sauvé Charleroi des playdowns, il les a envoyés en Europe, il ne doit pas toute sa vie avoir une dette sur Charleroi. Oui. Mais mais pour moi, c'était quelqu'un qui avait envie de dire les choses qu'il a ressenties, mais qui l'a fait aussi avec intelligence. Il a été très classe après le match, même avant le match où il est allé saluer David Hubert. Il a même été sur le banc de l'Union. On l'a vu partir à gauche, on lui a dit non, c'est plutôt à droite. Et il a été salué tout le monde avant le match. Après le match, en conférence de presse, encore une fois très classe, où il a félicité David Hubert. Et je pense que chez Rick 2000, la déception, j'ai l'impression, est passée, mais la déception a laissé sa place à la frustration. Et la frustration de se dire, j'aurais pu avoir une équipe parfaitement où il est, comme tu l'as dit, une Formule 1. Et à côté de ça, en fait, j'ai une équipe qui est moins forte que la saison dernière. J'ai peur que tu cites un nom de voiture qui n'allait pas avantager avec des meneurs de jeu qui sont pas à leur niveau et d'autres qui sont déjà partis l'été. Et donc je pense que c'est plus de la frustration actuellement que de la déception. Ouais, Vincent. Oui, et j'ajouterais qu'il ne faudrait pas que ça se ressente un peu trop dans le vestiaire. Parce que moi, je comprends sa sortie de vendredi. Je rejoins Julien là-dessus. Maintenant, je me demande dans quelle mesure ça ne va pas quand même peser dans le vestiaire. Parce que son discours, c'est aussi on m'avait promis des renforts, j'en ai pas eu. Les cadres qui sont partis n'ont pas été suffisamment remplacés. En gros, on est moins fort que l'année passée. Il dit la vérité, mais c'est vrai que est-ce que c'est ça ne motive pas tellement. Voilà. Il a toujours joué corporate sur le recrutement, parce que c'est vrai que nous, on a essayé de le titiller en demandant, justement, il n'y a pas eu de remplaçant à Adem Zorgan. Lui a dit, mais il y a Amin Boukamir. Un jeune avec du talent. Tu peux ressortir ta F1 et quoi tu disais c'était le kart. Il a toujours été corporate, même après cet épisode. Mais c'est vrai que ça doit être délicat et ça doit être tellement frustrant quand on sait en plus comment c'est dur la vie d'un coach, comment tout ne tient qu'à un fil et les opportunités, elles passent pas tous les jours. Donc moi, je trouve qu'il est quand même resté très pro et puis l'avenir nous le dira, mais ça, je pense que c'est un bon coach et je lui souhaite de faire de bonnes choses avec Charleroi, mais j'ai l'impression que ça va être une saison
où Charleroi va finalement rien jouer. Cela dit, on le savait après Amarby, non honnêtement. C'est vrai, mais bon, tu disais la vie d'un coach est compliquée. Je pensais pour Vesni Kazi qui va dire le contraire à Anderlecht. Donc voilà, on a parlé de vendredi Standard, samedi l'Union et Charleroi. Nous voilà à dimanche, ça donne un nom d'un magazine, à VSD. Nous voilà dimanche à Anderlecht. Petite pub, mais je crois qu'ils existent en mensuel maintenant. On leur fait pas une grosse pub. Bref, on ferme la parenthèse. Dimanche, Anderlecht. Je regarde la date de naissance. Il est né le 19 juillet 2008. C'est pas Romain, c'est Nathan Decatte. Incroyable. Depuis que tu m'as dit que j'avais 2 fois son âge plus un an, je parlerai plus jamais de Nathan Decatte par frustration. Voilà. Bon, alors voilà, c'est obligé. Non, mais est-ce que la question. Il a 2 fois plus de cheveux que toi. Oui, en plus. Ouais, 2 fois, t'es gentil. Et la question, c'est est-ce que Nathan Decatte, donc 17 ans, est déjà le meilleur joueur d'Anderlecht ? Oui et oui. Et honnêtement, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle. c'est vraiment dur à dire, mais en fait, poser le constat que ton meilleur joueur est le cœur de ton jeu, il a 17 ans et surtout, il a commencé la saison avec un discours de Vesni Kazi qui était on va pas le brûler, on va le faire monter au jeu tranquillement, il aura quelques titularisations doucement, et en fait c'est le premier nom presque qu'il met sur sa feuille de match. Tu peux, ici sa défense est fixe parce que ça se passe plus ou moins bien et donc il la garde, mais quand il pense, il y a un seul mec qui est sur sa place pour le moment à Anderlecht, c'est lui, et peut-être Angulo, mais faute de concurrence. Mais dans les postes où il y a la concurrence, il n'y a que Nathan Decatte qui est sûr à 100% d'être à cette même place. Et c'est problématique sur l'équilibre du groupe d'Anderlecht et la profondeur de ce noyau. Mais peut-être parce que c'est un génie, et les génies... En tout cas, un phénomène. Un phénomène de précocité. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on pourrait tendance à se dire, oui, c'est vrai que Anderlecht, des hauts, des bas aussi, c'est pas un bon signal, mais il faut voir plutôt le verre à moitié rempli. Est-ce que c'est pas justement le fait qu'on ait affaire à une pépite qu'on a tous les 5-10 ans, enfin plus 10 ans, un peu comme Tielemans il y a une décennie. Il ressent peut-être d'ailleurs un mix entre Tielemans dans les pieds et dans la taille, Den Donker qui était sorti un peu tous les deux en même temps, qui avait été les hommes de base de René Weiler. Il a plus des airs de Van Aken dans le format en fait, parce qu'il fait pantin désarticulé comme ça, et sur son but, je sais pas si vous voyez, moi j'ai l'impression, il va perdre le ballon, c'est pas possible, mais en fait il passe les 2 mecs, et il est toujours en maîtrise de son ballon, alors qu'il a l'air d'être complètement désarticulé, c'est le terme, et puis il va mettre cette frappe, et c'est même pas ça qui m'a impressionné dans son match, c'est vraiment des petits moments de match où en fait il est d'une facilité sans nom à balancer des ballons à droite, à gauche, sous pression, ça va de mieux en mieux, et quand il est à l'aise, tout est facile en fait. François, on parlait de phénomène, on sera encore d'accord, Romain. Moi je vais m'en aller, c'est complètement d'accord. Si j'ai bien vu, il a eu sa première titularisation en Challenger Pro League à 15 ans et demi, et finalement c'est aussi une bonne publicité pour ses équipes U23 en Challenger Pro League, parce que j'ai regardé, il a 56 matchs professionnels déjà. Et en fait, finalement, il a fait une grosse saison en Challenger Pro League. Il a même été capitaine de cette équipe. Il a pu par moment jouer quelques minutes avec l'équipe première, comme à Fenerbahçe où il a fait ses débuts. Et puis finalement ici, il commence sa saison, mais il commence pas sa saison comme tout jeune qui arrive comme ça et qui découvre le monde des adultes. Finalement, voilà, ça c'est quand même la preuve que cette Challenger Pro League avec ses U23 peut avoir un impact positif sur des extraterrestres comme Nathan Decatte. C'est clair, c'est l'objectif, c'est ce qu'ils veulent vraiment faire maintenant, forcer les gamins à rester le plus longtemps en Challenger Pro League pour qu'ils prennent des minutes et qui mangent leur tartine, comme dirait Eddy Merckx. Mais ça marche pas aussi bien avec tout le monde. Quand tu prends à des degrés, fait des trucs comme ça qui sont passés aussi par là. Il y en a d'autres jeunes qui sont passés par ce système-là, mais lui, il surnage parce qu'il il est au-dessus du lot simplement. Et Goto, qui n'avait plus envie de rester à Challenger Pro League, qui a préféré être prêté à Saint-Tron. Mais lui, l'objectif n'était pas qu'il reste en Challenger Pro League, mais lui aussi a fait son écolage par là. Angulo est passé aussi par là, et donc c'est la preuve que ce système fonctionne très bien chez les 23, mais il ne faut pas s'enterrer là-bas. Et je pense que c'est aussi bien pour les supporters d'Anderlecht qui voient qu'il y a un produit du club qui arrive et qui est un peu la figure de proue de cette équipe. J'ai été voir sur Transfermarkt, il est évalué à 7 millions d'euros déjà. Et alors j'ai été voir les joueurs de 17 ans maximum ces dernières années qui ont la valeur marchande la plus élevée. Il fait partie du top 10. Et en tête, c'était Verskaren, Anderlecht, Lukaku, Anderlecht, Tielemans, Anderlecht. Il y avait Duranville, Dortmund, mais Anderlecht. Il y avait lui, il y avait Vranks aussi. Mais donc 6 Anderlechtois dans le top 10. Ça faisait longtemps que Anderlecht n'avait plus sorti un produit comme ça qui a de la valeur marchande. Voilà, ici avec Nathan Decatte, il a une vraie valeur. Et en plus, c'est un garçon qui restait quand même sur une toute petite déception, puisqu'il ne peut pas aller avec ses copains jouer le mondial U17. On sait à quel point il était attaché à cette équipe.
où il avait envie de se montrer et il ne peut pas jouer. Mais est-ce que vous comprenez la décision d'Anderlecht de refuser cette sélection? C'est un vaste débat. Oui, sur le fond, je peux comprendre parce qu'ils ont besoin de lui. Et qui ne sont pas obligés par la FIFA. C'est non, pas une et règle puis, FIFA. je pense que cette Coupe du Monde du 17, c'est pas vraiment. Voilà, c'est pas dire que c'est un tournoi amical, mais c'est pas. Ouais, ils ont rien à y gagner en fait. Voilà, et puis je mets lui. De Cat était au micro de DAZN après le match d'hier, et dans sa réponse, ça n'avait pas l'air si limpide que ça qu'il n'irait pas. Il y a des conférences de presse, c'était niette. Mais bon, voilà. Mais tu sens. Moi j'ai l'impression dans ce qu'il dit que ça l'ennuie de pas y aller, mais d'un côté, il va pas aller au clash avec son employeur. On va pas créer un débat. Hein. C'est ton employeur qui te paye. À partir du moment où ici la DH te dit oui Vincent, sorry, tu peux pas aller jouer au padel de 14 à 17 heures parce qu'en fait t'as un employeur, tu peux pas. Bah, c'est comme ça, c'est tout. C'est juste logique. Il est payé par Anderlecht. En tout cas, Anderlecht est quand même bien content qu'il y a un mondial U20 où Mamar, je pense, a pris de la valeur sans jouer pour Anderlecht. Parce que le Maroc a gagné, bravo à eux. Il avait deux concurrents, Mamar, donc il y a Camara et Sardalang, c'est beaucoup plus logique. Tajawar, c'est encore un mec qui est entre les U23 et les A, donc ça se mettait parfaitement bien. Ceux qui vont regretter, c'est par contre le petit Baouf qui fait un super tournoi et qui est parti à Cambuur en D2 néerlandaise. Qui n'était pas vu comme Anderlecht. Voilà, mais pourtant qui est visiblement. Je pense que Noah Sadiki, qu'est-ce qu'il en pense? Je pense que ce ne serait pas le premier où Anderlecht pourrait se tromper. Et pour revenir à ce mondial U17, honnêtement, on l'a dit, il a fait une grosse saison en D2. Ici maintenant, c'est vraiment la saison de confirmation. Ce qui est très bien, c'est que comme tu l'as écrit, Romain, il garde les pieds sur terre et c'est pas du tout un air d'Ikonek. Et honnêtement, la Coupe du Monde U17, s'il fait vraiment ses preuves et s'il continue, dans 4 ans, il joue une Coupe du Monde et ce ne sera pas une Coupe du Monde U17. Attention à ne pas la jouer dans 6 mois. Ça arrive peut-être un peu tôt. Mon collègue Jürgen Geril du Nice-Blatt a dit je fais un peu de provoque demain. J'écris la vraie Coupe du Monde, Nathan, c'est dans 6 mois. Je fais faut peut-être pas exagérer non plus, c'est un peu tôt. T'as vu la densité qu'il y a dans l'entrejeu, voilà, c'est ça. Mais c'est clair qu'il serait un poste il serait défenseur central. Peut-être que le débat arriverait un peu plus vite sur le tapis, mais là, bien sûr. Ou avant-centre. Mais non, il y a des très bons avant-centres en Belgique. Vous me faites dire des choses. Il y en a un qui n'a pas décollé du banc à la Juve, je pense. Oui, alors qu'il devrait marquer contre Com, effectivement. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. On reparlera de tout ça au mois de novembre. Et voilà, avec une 11e journée très riche qui n'est même pas encore terminée pour nous. Peut-être pour vous quand vous l'écoutez, puisque le Standard et l'Antwerp finissent ce match. Mais merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour la 12e journée. DH Football Club. Le décrassage.